tout le monde. Bonjour. Maegovanen, petits elfes, petits Harfoot. Nous sommes très heureux et heureuses de vous retrouver pour un épisode assez tranquille. On va faire dans les classiques aujourd'hui. C'est ça. On va parler un peu de ce qu'on a vu récemment. On va évoquer vite fait la fin de cette ère Doctor Who-esque qui s'est terminée hier soir avec le dernier épisode de Jodie Whittaker. On va parler aussi un peu du reboot de Queer as Folk. Alors pas du tout. Pas du tout ? Non, pardon, quand je te parlais de Queer as Folk, je me retape la 5e saison en ce moment. Tu sais bien, je suis toujours coincé dans les années 2000, moi. Ah, donc là, tu voyais le Queer as Folk des versions US des années 2000. Oui, voilà. D'accord. Ok, autant pour moi. Et puis, nous ferons un petit pitch. Enfin, Sébastien pitchera quelque chose. C'est vrai. Et puis, nous vous dévoilerons ce que nous avons pensé de la série Les Anneaux de Pouvoir. Il y a une série Les Anneaux du Pouvoir ? Eh ben, je crois. Très bien. Parce qu'on n'en a pas trop parlé sur la Twitter. On voulait un peu créer le suspense. Donc voilà. Puis on s'y connaît pas trop en Seigneur des Anneaux. C'est pas trop notre truc. Non, on a découvert l'univers avec cette série, quoi. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas du tout. En tout cas, voilà, nous vous dévoilerons le rapport qu'on a eu avec cette série pour le jus d'orange de fin d'épisode. Eh bien, Jodie Whittaker nous a quittés. What? Au moment où je l'ai dit, je savais que c'était pas bon. Oui, donc Jodie Whittaker a, comment on dit ça, a fait sa révérence. Oui, elle a raccroché la salopette de Doctor Who. Exactement. Après 3 saisons et quelques épisodes spéciaux. C'est pas qui... Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Faisons le point. C'est très triste parce que on n'a jamais caché qu'on était extrêmement excités de cette nouvelle ère de Doctor Who. Le casting de Jodie Whittaker était quelque chose qui nous faisait énormément plaisir. On l'avait adoré dans Broadchurch. Moi, je l'avais vu dans un super film qui s'appelle Attack on the Block, qui est super. Et j'ai appelé mon chat à cause d'elle, parce que je l'ai adoptée le jour où elle était castée, donc je l'ai appelée Jodie. On était à fond les ballons, quoi. Et puis, les épisodes ont commencé, et c'est la première fois depuis que je regarde Doctor Who où la connexion ne s'est jamais faite entre la série et moi. Donc là, hier, j'ai vu l'épisode où elle part et je crois que alors c'est toujours un peu émouvant quand même, je n'ai pas un cœur de pierre, mais j'ai d'habitude, je suis un torrent de larmes quand un docteur part, et là, ça m'a laissé vraiment très indifférente parce que je n'avais aucune connexion avec ce docteur et surtout avec la série, ce qui était devenu la série, en fait. Alors, je sais pas toi, comment t'as vécu ? Ça n'a jamais pris, et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, c'était pas de mauvaise volonté. Mais ouais, ça n'a jamais vraiment pris. Je sais pas. Je pense que c'est le scénario, ça doit être la mise en scène, parce que les acteurs sont bons. Enfin, il y a rien, Bah ouais. Ils sont très bons. C'est un peu incompréhensible le pourquoi. Mais tu l'avais un peu pointé hier en privé, où tu disais que il la faisait jouer un peu toujours de la même manière. Oui, et que je pense qu'elle fait aussi ce qu'elle peut avec... Je me rends compte là, parce que je me suis tapé toute la dernière saison d'un coup là hier, et je n'ai l'impression que les dialogues, ce n'est que de l'exposition. Parce que j'étais arrivée, parce que le docteur, ça reste quand même un personnage qu'on a du mal à cerner. C'est volontaire que le personnage reste mystérieux, mais il y avait quand même une implication émotionnelle constante dans toutes les aventures qu'il vivait et sa relation qu'il avait avec ses compagnons et ses compagnes. Et elle, en fait, j'avais l'impression de ne toujours pas la connaître, parce qu'en fait, le dialogue elle ne s'ouvre pas à nous, en fait. Les dialogues, ce ne sont que de l'exposition, que de l'explication de ce qui se passe, qui sont ces peuples, pourquoi on fait les actions qu'on fait.
Alors ça veut pas dire que c'était pas, il y avait pas des passages émouvants par moment, et je suis sûre que il y a peut-être des gens qui ont eu j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été extrêmement touchés par cette ère et qui sont extrêmement attachés au personnage, donc ça peut fonctionner, ça veut dire que ça peut fonctionner sur certaines personnes, mais je sais pas si toi comment t'as vécu les. Je trouve aussi qu'il y avait trop de compagnons. Ouais, du coup, on la voyait, il y a des moments où on la voyait plus parce que comme ils se séparent un peu chacun dans leur coin, on était moins focusé sur elle. Ouais. Je trouvais qu'elle manquait un peu de personnalité. Je sais pas vraiment comment la résumer, tu vois. Après, j'ai l'impression que j'ai tellement regardé la série avec peu d'attention que des fois je me dis je me sens pas légitime à décrire qui elle était, parce que j'ai l'impression de pas avoir assez écouté, mais parce qu'en fait j'étais tellement peu intéressée par les épisodes en eux-mêmes que vraiment il y a des fois où mon cerveau je trouvais ça ennuyeux en fait, je m'ennuyais devant Doctor Who, ce qui était jamais arrivé. Et du coup, je me dis, est-ce que je la connais mal parce que on me l'a mal présentée, ou est-ce que parce que j'étais pas assez investie dans ce qui se passait? Ce qui est sûr, par contre, et je pense qu'en fait, c'est triste, hein, mais j'ai cerné son personnage à sa dernière réplique. C'est que il y a un truc qu'ils font toujours bien à chaque fois, il et elle, les gens qui travaillent sur ce scénario, c'est que la dernière réplique du docteur est toujours représentative de qui le docteur était, ou la docteur était. Et je trouve que, alors t'as pas encore vu l'épisode, mais sa dernière réplique me met la puce à l'oreille qu'en fait, ils ont voulu faire une docteur joueuse. Ce que je retiens de cette docteur, c'est qu'elle était toujours enthousiaste, et qu'elle voyait, on en parlait hier, vraiment, moi, la meilleure manière dont je pourrais dire que cette docteur, c'est qu'on dirait une pote qui est constamment dans un escape game sans fin et qui est hyper enthousiaste d'être dans l'escape game. Alors, des fois, c'est touchant, des fois, c'était un peu fatigant, mais je sais pas comment mieux décrire son jeu et qui elle était, et la dernière réplique qu'ils lui ont trouvée va dans ce sens, en fait, cet amour du jeu, cet amour de l'espièglerie. Elle est très espiègle, je trouve, comme donc j'ai enfin compris qui elle était au moment où elle a régénéré, et bon, dommage. Ils ont aussi tenté une histoire d'amour avec sa compagne Yaz. Bon? Ah mais oui, t'y es pas encore. Il commence à en faire des allusions. Des allusions dans la dernière saison. Et il plonge plus là-dedans dans les 2 derniers épisodes spéciaux. Et c'est dommage qu'il s'y soit mis si tard, parce que alors non pas qu'il faille forcément une histoire d'amour pour humaniser nos personnages, mais là en l'occurrence ça marchait bien, et j'avais l'impression de mieux les connaître toutes les deux. La raison pour laquelle elles s'appréciaient mutuellement me donnait une info sur leur personnalité respective, ce qui manquait cruellement, je trouvais, depuis quelques saisons. Et vraiment je me disais, pourquoi vous n'avez pas fait ça il y a une saison, ça aurait été vachement cool. Enfin, ouais. Oui, et puis la dernière saison, parce que j'ai pas vu les 2 spéciaux et celui qui est sorti là cette semaine. C'est reparti. Enfin, il y a un moment, Doctor Who, je ne trouve qu'il n'y a plus d'enjeu dès qu'il on dirait c'est un peu le jour sans fin. C'est les Daleks arrivent, et puis les Cybermen, et le temps est en danger, et l'espace est en danger. Alors là, l'espace-temps était en danger. On était dans un combat entre l'espace et le temps. C'était ça devient trop compliqué, ça devient des concepts beaucoup trop bizarres à impliquer. Et puis tu sais que Doctor Who va arriver derrière et sauver le monde, parce que, si les méchants réussissent, la série s'arrête, puisqu'il n'y a plus des espaces-temps. Donc du coup, t'es plus du tout en stress. En plus, t'as ce héros du coup qui ne peut jamais mourir. Donc j'ai l'impression qu'ils sont coincés avec ce délire. Donc tu dis, mais si vous avez un personnage qui peut pas mourir et qui ne peut que gagner, je sais pas, faites-leur faire autre chose que de te retrouver dans des situations où faut sauver le monde à chaque fois, quoi. Ouais. Alors après, est-ce que et après justement, ça m'a fait poser la question, est-ce que Doctor Who est une série qu'il faut vraiment suivre depuis le début? Est-ce qu'en fin de compte, chaque nouvelle incarnation du Doctor Who,
on prend vraiment tout à zéro et limite le public devrait reprendre à zéro, j'en sais rien. Mais, ils ont vraiment fait ça avec Jodie Whittaker. C'était vraiment marketé comme un reboot presque. En fait. Ça, oui. C'est limite pour un nouveau public, quoi. C'est comme nous, on a repris en 2005 avec Eccleston, quoi. C'est ça. Et que on n'avait pas tout vu depuis le début. Mais c'est vrai que j'en pouvais plus, quoi. S'il fallait faire un jeu à boire à chaque fois que quelqu'un dit time ou space, tu finis mais sous la table en 5 minutes, quoi. C'est ça. Et alors, t'as compris quelque chose ? Non, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Pour moi, il y avait une espèce d'incarnation alien du temps et de l'espace, et qu'il y a une guerre à un moment entre les deux, que c'est le temps qui a gagné avec les Time Lords. Et du coup, les incarnations des méchants de l'espace se sont sortis de la prison et ont détruit les deux. Ouais. On détruit le temps. Et puis après, il y a tout le délire que peut-être que la docteure, on a vu sa mère, elle vient d'une autre dimension, je sais pas quoi là. Bah, c'est drôle parce que je m'étais bien accrochée depuis le début de la saison, j'étais fière de moi, j'étais hey. Bravo. Mais parce que le début est plutôt pas mal, tu dis le début est bien. Puis on sent qu'il lance différentes storylines avec les anges, avec et c'est les 2 derniers épisodes où ils m'ont reperdu. Ouais. Là j'étais genre non, là, ça y est, je comprends plus ce que vous faites, je comprends plus, c'est de. Mais il y avait quelques épisodes cool, l'épisode sur les anges était sympa, oui. qui avait été, il a été écrit par la même scénariste qui s'était occupée de l'épisode avec Mary Shelley, l'autrice oui. de Frankenstein, qui est un des rares bons épisodes de cette ère, je trouve. Mais à part ça, le nouveau compagnon était sympa, Dan. Oui. Mais un peu oubliable. Si tu devais garder un épisode de cette ère, ce serait lequel ? Je sais plus. C'est dire à quel point ça m'a... Ouais, c'est ça. Moi, il y en a un qui m'a marqué. C'est drôle parce que c'était un petit épisode, mais en fait, il ressemblait à un épisode un peu old school de Doctor Who. C'était je crois qu'il s'appelait Shablam ou Kablam. Il se retrouvait dans un espèce d'Amazon de l'espace, une grande usine où on envoie des colis. Et il y a des espèces d'explosifs dans les colis. Et c'est dans la première saison avec elle, je crois. Et c'était très fun. Et je me dis, un bon petit épisode de Doctor Who avec un concept bien sympa. C'était cool. Puis celui avec l'autre docteur, quand elle rencontre l'autre. Oui, c'était un bon twist, docteur. C'était un chouette twist et l'actrice est vraiment cool. Ouais. J'espère qu'elle reviendra parce que. Ouais, j'avais limite plus envie de partir avec elle. C'est gênant. Je l'aime bien, elle. Enfin bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre cher Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch, s'en va. Et c'est donc Russell T. Davies qui revient. Et je suis très curieuse de voir ce qu'il peut en faire, quoi. Ouais, surtout après plus de 10 ans, 10-15 ans. Bah ouais, il est parti. Voire plus, Il est parti quand David Tennant est parti, donc dans les années 2000, quoi. Ouais. Donc bon, à suivre. Prochain épisode, le 60e anniversaire. Putain. Avec le retour de... alors, spoiler pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les photos de tournage, mais avec un retour de David Tennant, de Catherine Tate, et peut-être d'autres gens. C'est ça, ils nous donnent tout ce qu'on veut. Restons en Angleterre sans rester en Angleterre, puisque tu as vu le remake américain de Queer as Folk. Oui, j'avais regardé... Russell T. Davies. Toujours Russell T. Davies. En fait, j'ai repris à la saison 5. En fait, j'avais vu les 4 premières saisons il y a moultes années. Okay. Je pense à cheval entre le lycée et les études. Et j'ai arrêté, parce que j'en ai eu marre. Et j'ai jamais repris. Et donc, j'avais toujours dans ma liste de séries pas finie cette dernière saison de Queer as Folk à regarder. Donc là, je me suis dit en 2022, allez, allons-y, ce sera rigolo. Et pas déçu du voyage. Donc là, et t'avais vu la version anglaise ? Non, je crois que j'ai vu le pilote. D'accord. Moi, j'ai rien vu du tout. Ok. Et donc je regarde cette saison 5. Donc la saison 5, ça doit être... Je crois que c'est début année 2000. Une connerie comme ça. Je cherche en même temps
que je vous en parle. Et c'est vraiment un produit de son époque, c'est fascinant. Alors pour contexte, de quoi ça parle. C'était une série de Russell T Davies qu'il avait fait en Angleterre dans les années 90, qui racontait c'était une petite mini-série qui racontait le quotidien de 4-5 homosexuels à Manchester, je crois. C'était pas à Londres, en tout cas. Et donc voilà, avec des personnages hauts en couleur. Et Showtime l'a adapté. Non, je veux pas le Queer as Folk de cette année. Et donc Showtime l'a adapté en 2000. Donc c'était de 2000 à 2005. Donc Showtime, chaîne câblée, comme on l'a déjà dit, on peut faire des choses un peu plus, moins pour les familles conservatrices. Donc c'était la chaîne sur laquelle devait avoir lieu la première série homosexuelle, enfin avec qu'un casting homosexuel, enfin des personnages homosexuels, centrés sur des histoires d'homosexuels, avec des scènes. C'était avant The L Word. Voilà, The L Word, c'est arrivé en 2004. C'est arrivé 4 ans plus tard. Ah oui, ok, d'accord. Donc Queer as Folk et The L Word sont un peu les pionnières dans ce sens-là aux États-Unis dans les séries télé. Et donc c'est toujours un peu bizarre de revoir des vieilles séries, de les mettre avec une grille lecture comme on a aujourd'hui. On a un peu l'impression d'arriver un peu après la bataille, mais quand même il faut quand même parler de certaines choses. Et je suis fasciné du personnage de Michael. Et s'il y a des gens qui le savent ou qui ont des souvenirs, mais je le trouve complètement détestable. Je trouve que c'est vraiment un anti-héros, mais total. Et je ne comprends pas si la série veut me mettre de son côté ou pas. Même, je trouve, et puis je trouve aussi que, alors j'ai l'impression que c'est un peu moins comme les séries, mais je trouve qu'il y a ce problème qu'il y a dans beaucoup de séries où il y a des groupes d'amis où tu les regardes et t'as envie de leur dire mais vous n'êtes pas amis, vous passez votre temps, comme c'est une série d'amis, il faut quand même qu'il y ait du drama dans une série, donc vous passez tous les 2 épisodes à avoir du drama entre vous, tout le monde se mêle des affaires de tout le monde est hyper judgy. Parce qu'il faut que le personnage avance et du coup ils sont tout le temps en train de se tirer des bâtons dans les roues, de se mêler de choses qui ne les regardent pas, et tu te dis mais vous êtes une bande d'amis mais très toxiques, c'est pas possible. Et en fait on va dire les 2 grands piliers de la série, c'est Brian et Michael qui sont des amis d'enfance. Brian, c'est le don Juan, c'est l'alpha si tu veux de la communauté homosexuelle de Pittsburgh qui baise un peu avec tout le monde, que tout le monde veut baiser, etc. Et Michael, c'est son ami d'enfance qui est complètement amoureux de lui. On est un peu limite dans un délire des liaisons dangereuses, mais il n'arrive jamais à l'avoir. Enfin bon, bref, il a fait un peu son deuil, même s'il a toujours plus ou moins un crush en Michael. C'est le Will They Won't They de la série. Oui, mais ils vont jamais Will. Enfin, c'est clair et net qu'ils le vont. Ils vont jamais. C'est clair dès le début que c'est juste dead. Ok. Et parce que Brian, il a un peu montré comme ce mec qui passe son temps à avoir des relations superficielles, à prendre de la drogue, à ne jurer que par les boîtes de nuit, à être très superficiel, très basé sur le physique, très narcissique, etc. La série montre ça comme quelque chose de négatif. Oui et non, parce que c'est ça que j'aimerais mieux comprendre, parce qu'en fait Michael, il fait le truc complètement inverse. Il est plus dans un côté conservateur en fait. Là, donc entre-temps, il se met en couple avec un mec, ils veulent se marier ou faire un partenariat civil comme on peut faire à l'époque. Et là, ils sont dans cette saison-là, le délire, c'est ils achètent une maison, ils s'installent, ils veulent adopter des enfants. Donc c'est vraiment le truc très hyper subversif pour l'époque. Mais il y a un discours derrière de gentrification qui est terrible, parce qu'en fait, le délire, c'est parce qu'en fait, ils cherchent une maison à acheter, mais ils se rendent compte que tout est cher. Mmh. Et il y a des gens qui lui disent mais allez dans ce quartier qui est plein de drogue, d'alcool, de prostitution et de machin. Les maisons sont pas chères et en fait de plus on achète, plus ça met. Du coup c'est pas cher et du coup ça nettoie un peu le quartier et donc on est dans une espèce de dystopie d'homosexuels qui se rangent, qui achètent des maisons dans les quartiers gays populaires
Et en fait, et moi je suis là genre... Et c'est absolument pas adressé dans la série. La seule personne qui l'adresse, c'est Brian, qui dit qu'il sent bourgeoise. Bon, après, il n'aborde pas le côté populaire et gentrification, mais là, le seul contrepoint à ce style de vie et qui dit tu as un vendu bourgeois, des hétéros et tout ça, t'es dans l'hétéronormisation, tout ça, c'est Brian. Mais comme Brian, en même temps, c'est le mec qui traite les mecs comme des Kleenex, c'est très compliqué c'est très, très compliqué à regarder. Mais c'est en même temps fascinant. Ouais. Bah, ça doit être impossible de savoir où se situe la série dans ce débat, en fait, et quelle position elle prend sur ce sujet-là. Si j'y réfléchis un peu plus, et si je me renseigne un peu plus et que je lis des articles ou des interviews, mais en tout cas, juste à regarder comme ça, à prendre 20 ans plus tard sur ton ordi, c'est assez fascinant et vertigineux à regarder. Mais en même temps, c'est hyper subversif. C'est très, il y a beaucoup de scènes de cul. Il y a du nu, il y a beaucoup de nu de mecs. Tout le monde, de temps en temps, il y a du nu frontal. C'est aussi tu sais, c'est un peu avant cette période où à la télé, on s'est mis à faire des personnages homosexuels, mais très asexués en fait, qui n'ont pas de vie sexuelle. Oui. Ou qui sont pas heureux, où t'as toujours un couple et t'as toujours le mec efféminé et le mec hyper hétéronormé, viril, qui critique tout le temps le mec efféminé. On avait ça dans Modern Family, on a ça dans Desperate Housewives, on a ça dans beaucoup de choses de ces séries des mi-2000, mi-2010. Et maintenant on essaye un peu de revenir à une image moins politiquement correcte, moins dans la politique de la respectabilité, mais du coup peut-être un peu mieux diversifié que ce que faisait Queer as Folk, parce que Queer as Folk, tout le monde est blanc comme des culs. Hein. Et mais en même temps, c'est assez fascinant. T'as des scènes d'orgie, t'as des scènes de backroom. T'es là genre qui était au début des années 2000, ce qui est assez dingue, quoi. Scène de sexe pas toujours bien chorégraphiée, je trouve. Ah ouais. Genre, on n'est pas trop qu'en époque, mais en fait, on va parler de sexualité de sexualité de 2 secondes, mais la grande base du truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui est immobile et il y a quelqu'un qui bouge. Jusque-là, qu'importe qui fait quoi, pour qu'il y ait frottement, il faut qu'au moins qu'il y ait un truc qui bouge pas. Et bien là, ils bougent ensemble, mais dans le même sens. Ah. Comme un bateau, tu vois, qui chaloupe. Tu dis, oui, c'est possible, mais pas tout le temps. Oui. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Ça n'est pas ce genre de podcast. Mais alors peut-être que c'est aussi parce que c'est moins gênant pour les acteurs de se prendre littéralement des coups de butoir du figurant que tu ne connais que depuis 1 heure. Mais ouais, c'est assez fascinant. Je sais que pas mal de gens m'avaient demandé de picher Queer as Folk et j'ai toujours eu du mal parce que je me dis, oh là là, j'ai pas vu ça depuis des années et je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas très mal vieilli. Et donc, je confirme, il y a des choses qui n'ont pas très mal vieilli, mais en même temps, c'est comme tout. Il faut bien une première fois à tout. Il fallait qu'on passe par là. Queer as Folk qui a ouvert des portes à plein de choses, a eu plein de choses positives, comme tout plein de séries de l'époque. Il fallait bien y passer. Ce n'est pas parfait, mais après, il faut se rendre compte aussi de la bataille que ça a dû être pour faire une telle série, pour motiver une chaîne de faire ça, et qu'effectivement, il y a énormément de concessions qui doivent être faites, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'est jamais content quand quelque chose de queer sort à la télé, parce qu'il y a toujours des choses où il faut faire des concessions. Mais voilà ce que j'ai à dire sur... Donc j'ai pas encore fini, je ne sais pas du tout comment ça finit. Je me demande si quelqu'un ne veut pas mourir. Il y a combien de saisons ? Il y en a 5, donc je suis à 5 épisodes de la fin. Ah oui, d'accord, t'es quand même pendant la dernière. Ah oui, je suis à la fin, là, il me reste plus grand chose. Ensuite, Julia, qu'as-tu vu ? Alors, j'ai vu plein de choses, mais moi je voulais vous parler rapidement d'une petite série qui a fait son empreinte aux États-Unis ces dernières semaines, plutôt le mois dernier, qui s'appelle The Rehearsal. C'est pas le truc que tu m'avais dit que c'est impossible à résumer ? C'est ça, donc là je vais essayer de le faire, mais je sais pas comment je vais pouvoir le faire. Donc Rehearsal en anglais, ça veut dire la répétition.
répétition dans le sens théâtral du terme, la répète d'un spectacle ou d'un film, la répétition. Ça a été créé par un jeune homme, un monsieur, je dis ça parce qu'il a un aspect assez juvénile, mais il s'appelle Nathan Fielder. Il était déjà connu aux États-Unis pour une autre série qui s'appelle Nathan for You. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même une personnalité qui n'est pas méconnue d'un certain public américain. Et ce qu'il a voulu proposer avec The Rehearsal, alors c'est là où c'est très compliqué. Je vais commencer par vous dire que la seule manière de comprendre The Rehearsal, c'est de le regarder, parce que on parle souvent de ça, tel truc, c'est un ovni. Là, pour le coup, le mot ovni correspond très très bien à The Rehearsal, parce que ça ne ressemble à rien de ce que j'ai croisé de toute ma vie, de sériephile et de cinéphile ou de lectrice. Et c'est une expérience particulière où, alors, tu vois l'épisode de Community où Abed tourne un film où il joue une espèce de version du Messie, oui. Où il y a des voix qui font Abed, où ça devient tellement méta que t'en perds la tête. Et ben, The Rehearsal, c'est un peu comme cet épisode de Community où tu ne sais plus où la fiction et la réalité commencent ou s'arrêtent. Et où le concept est dur à expliquer. En gros, par où commencer ? Quand vous aurez vu la série, vous comprendrez pourquoi j'arrive pas à vous l'expliquer. Je vais commencer avec ce truc. À un moment dans la série, qui a donc un look documentaire, hein, on a vraiment... a priori, ça te donne l'impression que tout ce que tu vois est réel. Mais tu sais que c'est une fiction. Enfin, on sait qu'on regarde une fiction. C'est pas une fiction. C'est pas une fiction. C'est pas une fiction. Et en même temps, il y a des choses qui sont fictives dedans. Mais tu n'arrives plus, tu ne peux pas savoir lesquelles. Mais c'est un documentaire. Non, c'est les deux. C'est pour ça que je te dis que c'est irracontable. En gros, Nathan propose à certaines personnes de répéter leur vie. C'est-à-dire, imagine, toi, demain, le premier épisode, c'est un homme, il est fan de quiz. Il va dans des bars, aux États-Unis et en Angleterre, ils font beaucoup ça. En France aussi, ça commence à se faire. On va dans des bars et il y a une soirée quiz, où il y a quelqu'un qui fait des espèces de questions de culture générale. Il faut gagner le plus de points, c'est un peu comme les soirées blind test, ce genre de choses. Ce gars, il vit pour ça. Il adore ça. Mais c'est un vrai gars. Oui, a priori un vrai gars. Il y a rien qui m'indique que c'est un acteur, ce monsieur. Mais donc du coup, il entretient une amitié avec une jeune femme qu'il retrouve pendant ces soirées-là. Donc il y a une espèce de leur amitié tourne autour de leur intellect, on va dire, de leur culture, de leur savoir, une espèce de rivalité entre eux, de qui connaît le plus de trucs, comme ils passent leur temps à jouer à ces jeux. Et ça, c'est expliqué comment ? Il y a des interviews, il y a des... Oui, d'accord. Ça c'est expliqué par le personnage, le mec du début qui vient voir Nathan Fielder. Et en gros, le mec qui joue au quiz a menti depuis plusieurs années à son ami en disant qu'il était diplômé, qu'il avait, je sais plus quel diplôme. Imaginons, il a dit, je lui ai dit que j'avais un master, et en fait, j'ai pas de master. Je me suis arrêtée au lycée, ou un truc comme ça. Et je suis terrifiée de lui annoncer. Parce que elle va très mal le prendre. J'ai peur qu'elle dise que je l'ai entourloupé, que je l'ai. Enfin voilà, j'ai très peur de lui annoncer ça. Et donc, ce que lui propose Nathan, c'est de répéter le moment où il va lui annoncer. Mais une répétition extrêmement réaliste. C'est-à-dire que, alors par exemple, il pourrait répéter dans le bar où ils vont se retrouver pour le quiz, parce qu'il compte lui annoncer à ce moment-là. Mais non, Nathan, il va recréer le bar en studio, mais au détail près. Les mêmes tâches, les mêmes trucs. C'est-à-dire que les scènes sont tournées à deux endroits différents, mais il y en a une où c'est dans un vrai bar et une où c'est un studio. Il va également engager des acteurs et des actrices qui vont jouer
les personnages réels que va croiser le gars qui veut annoncer à sa pote, donc les figurants, il y a une actrice qui joue le rôle de sa pote, qui doit du coup se rapprocher de la pote pour essayer de percer sa personnalité pour parler comme elle, parce qu'elle doit du coup improviser, elle doit l'incarner, donc elle doit essayer de répondre c'est des super long choses. à faire tout ça. Et surtout vous me direz mais à quoi bon, ça a l'air très inintéressant et hyper chelou. Et en fait, alors on part de ça et le concept s'entremêle, où en fait il va commencer à se passer des choses. Par exemple, les acteurs qui jouent les gens dans la vraie vie vont commencer à eux vivre des choses dans leur propre vie et vont réclamer eux aussi de faire des répétitions de matchs. Je n'arrive pas à vous expliquer. Ça ressemble à une expérience. C'est avant tout, je pense, une œuvre d'art qui est ce qu'elle est, qui est extrêmement drôle par moments, qui est méta à s'en faire exploser la tête, où tu ne sais plus. Cette série, c'est comme les chiens qui ont plein de poils et où tu sais plus où est leur tête et où est leur derrière. Et cette série, c'est vraiment ça. Tu finis là, tu es genre quoi? Et t'es sûr que c'est pas la fiction de bout en bout? Non. Je ne sais pas. Et c'est alors je ne sais. C'est un peu comme Striptease, quoi. Oui et non, parce que Striptease, c'est purement un documentaire. Oui. Non, mais je veux dire, c'est que le côté docu devient tellement énorme que tu te demandes si c'est pas de la fiction, en fait. C'est un peu ça, mais on rajoute à ce documentaire un côté un peu jeu-expérience, pour le coup. Parce qu'après, alors ça, c'est le premier épisode pour un peu vous donner le ton. À partir du deuxième épisode, commence en fait une femme qui veut se ranger, qui veut trouver un mec et avoir des enfants. Mais elle n'est pas sûre de vouloir ça. Donc, il lui propose de vivre une fausse vie, où en fait, il y a des bébés qui vont jouer ses enfants. Toutes les semaines, l'enfant va grandir. Donc, il y a des enfants acteurs qui vont prendre le relais. Comme ils peuvent pas non plus faire jouer des enfants toute la journée, il y a 5 petits garçons qui se partagent le rôle. C'est angoissant. Donc, par exemple, elle les ramène dans la chambre, elle fait bon, va jouer dans ta chambre maintenant. Elle ferme, et là, t'as des gars de la prod qui arrivent, qui prennent le gamin, qui en mettent un autre parce que c'est l'heure de la pause syndicale de l'autre gamin. Les gamins, on leur explique qu'il faut absolument rester in character. Et il y a des moments. Alors, et Nathan, lui, joue son mari. Et il y a des moments où il essaye de communiquer avec eux. Il dit comment tu t'appelles? Je m'appelle. Je sais plus comment elle l'a appelé son gamin. Il fait non mais vas-y, oublie ce que je t'ai dit. Comment toi tu t'appelles? Je m'appelle machin. Je suis un jeune acteur. Et quand tu regardes sur IMDb, c'est le vrai nom du gamin. Enfin c'est. Je sais pas si je vous donne envie de la regarder quand je vous raconte ça, parce que ça peut vous sembler complètement inintéressant et tellement bizarre. C'est hyper intriguant comme concept. Mais voilà, moi je vous invite à le regarder pour vivre quelque chose d'unique, parce que je n'avais jamais vécu ça. Ça m'a fait ressentir des choses que j'avais jamais ressenties, parce qu'il y a beaucoup de moments très émouvants dans cette série. Et je sais pas quoi dire de plus. C'est quelle chaîne? C'est HBO. D'accord. Et ça va être nominé, ce truc? Ça a un succès Oui, ça. On le met dans quelle catégorie? Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a une saison 2? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une saison 2. Il n'y avait pas des mèmes, je sais pas quoi, sur The Rehearsal? Ça a créé des mèmes, mais absolument incroyables, parce que on croise. Ta comparaison avec Striptease est pas con, parce que il y a vraiment des fois où t'as l'impression qu'ils ont juste filmé le réel, un réel brut et sans filtre. Et il y a des personnages où on est à la limite du cringe, en fait, et du coup, oui, ça a donné des mèmes, parce qu'il y a vraiment, il y a des gens qui croisent. La nana qui fait l'expérience pour voir si elle peut avoir si elle veut vraiment avoir des enfants, une famille,
elle est hallucinante, cette personne. Et a priori, c'est une vraie dame, c'est une vraie personne qui a fait cette expérience. Et mais... tu dis, waouh, sa manière de parler, c'est un vrai personnage, cette dame. Et ouais. Je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus, parce que mais vraiment, vivez l'expérience de The Rehearsal, parce que c'est la chose la plus fascinante et gênante que j'ai vue de toute ma vie, je crois. C'est fou, ce truc. Oui, c'est le cas. Eh bien, on va continuer dans la frontière entre la fiction et la réalité. Et la réalité, nous allons parler un peu de telle réalité. Bon, alors, les Drag Race, ça y est, on est arrivé à un moment, l'inflation est arrivée à son paroxysme. On va prendre, je go avec le flow, hein, on fait comme on peut. Mais il y a une saison qui a retenu mon attention ces dernières semaines, c'est celle de Canada Drag Race. Qui était très drôle, grâce à 2 candidates, une qui s'appelle Fierchelicious et Kimi Couture, mais surtout Fierchelicious. Est-ce que tu vois ces candidats de télé-réalité qui ont tout compris, qui savent où ils sont, oui, qui savent comment se gérer les caméras, gérer l'intrigue et tout. Et Fierchelicious ne fait que ça pendant toute la saison. C'est fascinant. Tu sens qu'elle a une espèce de timeline dans sa chambre d'hôtel. Où elle dit, ok, alors cet épisode-là, je vais être hyper chiante et je vais m'engueuler avec machin. L'épisode d'après, je vais arriver en chouinant et en m'excusant et du coup, on va me traiter d'hypocrite. Donc je vais me faire une espèce de rédemption pendant tout l'épisode d'après pour essayer de devenir honnête. Enfin, ce n'est que des trucs comme ça. Elle nous a fait des looks très basiques au début. Après, elle nous a balancé dans la gueule des looks incroyables. Elle a tout suivi. Elle est extraordinaire. Elle a genre 19 ans. Elle a tout compris, elle a tout géré cette saison. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'elle est arrivée quasiment jusqu'au bout. Et du coup, je ne pouvais pas la haïr parce qu'elle avait techniquement un peu un rôle de méchante, parce que je trouvais ça fascinant, tout ce qu'elle faisait. Genre, il y a un moment, elle a lip-synké contre une candidate, elle l'a fait perdre, elle a gagné et on les a jamais vraiment vus échanger plus que ça. Et donc l'épisode d'après où tu les vois, tu sais, elles débriefent le truc, elles effacent le miroir de la personne qui est partie. Elle était là sur le canapé, enfin, oh, je suis tellement triste d'avoir fait partir ma chie. Mais c'était tellement caricatural que tu dis, mais oui, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elles étaient toutes là. Enfin, toutes les autres candidates étaient autour. Ah, oh, désolé. Et on a une qui a vu, qui se foutait de leur gueule. Du coup, elle se met à exploser de rire. Elle lui dit, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, c'était très drôle. Et ça a marché parce que je pense que tout le monde l'adore. Tout le monde était à fond derrière elle. Enfin, c'était mais juste fascinant à voir. C'était un cas d'école de comment être une candidate de télé-réalité. Et elle a pas gagné, du coup. Non, elle a pas gagné. Mais limite, si c'est même ça, si c'était pas fait exprès. Parce que tout le monde, du coup, dit, ah, mais c'est elle qui aurait dû gagner et tout. Donc c'est vraiment evil genius, mais jusqu'au bout. Et puis elle a 12 ans, quoi. Enfin, c'est fascinant. Même son nom de drag, elle s'appelle Fierchelicious, c'est quand même le nom drag queen le plus tarte au monde. Je suis désolé, tu peux pas avoir 40 ans, arriver sur scène et dire je suis Fierchelicious. Enfin, on dirait les faux noms de drag queen que disent non, mais c'est ça. Katia. Donc même ça, moi je suis sûr elle va le changer dans un camp. Enfin, je sais rien. Ou alors elle va juste s'appeler Fierce si tu veux. C'était très drôle à voir. Ce qui était drôle parce que la saison 2 de Canada Drag Race, personne n'avait zéro personnalité. Non, c'est pas vrai. Je trouve que l'édito ne montrait pas assez la personnalité des queens. Enfin, il y avait un gros problème dans la saison 2. Mais la saison 3 était très bien. Voilà. D'accord. Mais hormis elle, la saison était bien quand même. La saison était bien. Les challenges étaient cool. Les runways étaient cool. Ils ont fait un runway, tu sais, les éléments périodiques, tu sais, oui. l'or, le machin, le bidule. Donc, c'est très rigolo. Non, franchement, c'était une bonne saison. Ils ont arrêté de bully Brooklyn Heights. Ils l'ont un peu moins bully, ils se sont un peu moins foutus de sa gueule. Elle a eu des looks incroyables cette saison. Elle a toujours des looks incroyables. Et accessoirement, je suis dans Philippines, mais les épisodes font 1h30. C'est trop long. 1h30 Ouais, moi j'attends le moment où une fille va nous faire des épisodes de 2 heures. 1h30, mais c'est trop, quoi. C'est trop. Bah, c'est vrai que quand y pense, en France,
une télé-réalité, ça dure au moins 2 heures un épisode. Hein. Bah oui. Koh-Lanta, Top Chef, tout ça, ça dure 2 heures les épisodes. Enfin, moins les pubs. Mais ouais. Mais 1h30. Mais tu te souviens qu'en reste, ça faisait 42 minutes? C'était amplement suffisant. Eh bien, c'est le moment du pitch. Allez, on y va, on enchaîne. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Alors, suivant. Flowers. J'ai zéro souvenir de cette série. Olivia Colman? Oui, j'ai zéro souvenir. Tu te rappelles quand on avait le temps de regarder la moindre petite série anglaise à la con? C'était une autre époque. The Hollow Crown. Oh, intéressant ça. Allez, pourquoi pas. On peut parler de Sophie Okonedo. Oui. Donc The Hollow Crown est une petite série anglaise, comme tu dis, à l'époque où on n'avait que ça à foutre. C'est une adaptation des plusieurs œuvres de Shakespeare, qui est cette espèce on va dire de collection autour de la guerre des roses, je crois. Julia, qu'est-ce que la guerre des roses? Est-ce que tu arrives à résumer la guerre des roses? Quoi? Pourquoi c'est à moi de faire ça? Non, je plaisante. Non, mais c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. En gros, avec toutes les youtubeurs historiques que je me tape, l'Angleterre, il fut un temps, pour savoir qui était roi, c'était un peu qui avait la plus grosse armée. C'est pour ça que ça a été un peu le bordel, où ils se poussaient un peu tous du trône les uns et des autres. Ce qui faisait que ça faisait tout le temps des prétendants. T'avais toujours le neveu du petit-fils du roi qui a été là pendant 2 ans, qui dit mais en fait c'est moi le roi, c'est moi Simba, et qui débarquait avec son armée de gnous et qui poussait l'autre. Et bon, il y a un moment il a fallu qu'il arrive ce qui est arrivé. On s'est retrouvé avec 2 familles plus ou moins cousines qui revendiquaient le trône. Il y avait les Lancaster et les York, je crois, qui avaient chacun un symbole de rose blanche et de rose rouge. Donc il y a eu une espèce de guerre civile, si tu veux, entre ces 2 familles qui se réclamaient le trône, et ça donnait la guerre des roses, si tu veux. Parce qu'il y avait encore un roi qui est mort sans descendant légitime. Donc du coup, oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Voilà. Mais Dieu merci, suite à ça est arrivé Henri VIII qui a dit ça suffit les conneries. Maintenant, on va faire des fucking règles. Et donc, du coup, c'est l'enfant, c'est le dernier vivant, si tu veux, qui devient roi. C'est la loi. Dieu l'a validé. Personne ne peut. Et depuis, c'est un peu plus ou moins straight line. Jusqu'au moment où il y en a encore un qui est mort sans descendant. Et où ils sont là, ils ont dit bon, on va reboot à Anne de Hanovre ou je sais pas quoi, et c'est depuis là que c'est devenu boring. Donc la guerre des roses, une adaptation de 4, 5... Première saison, Richard II avec Ben Whishaw. Ensuite on a Henri IV avec Jeremy Irons. Et puis on a Henri V. Et ensuite il y a The Hollow Crown, The War of Roses. Ok, donc c'est pas que la guerre des roses. Non, avec Benedict, qui fait Richard III. Et Tom Hiddleston, il est où? Tom Hiddleston, il est dans la première saison, mais je sais plus qui y joue. Attends, qui y joue Tom Hiddleston? Ah bah si, autant pour moi, il joue Henri V. Donc du coup, c'est que du Shakespeare. Oui, avec le texte, oui voilà, c'est historique, mais avec le texte de Shakespeare. C'est ça. C'est une série, je crois que c'est début des années 2010, une connerie comme ça. 2016. Sur la BBC. Il y a Sophie Okonedo dedans, qui joue une reine française mariée. Je sais plus desquelles. Elle joue Marie quelque chose. Elle joue la reine Margaret, je crois. Elle joue l'étrangère. Et elle est très très drôle. Oui. Elle est très émouvante. On aime beaucoup Sophie Okonedo sur cette chaîne. Oui. Et c'est sympa. Je vais pas dire que c'est que on s'ennuie pas un petit peu, parce que bon, un peu comme toute pièce de Shakespeare, il y a un moment où on bat un peu de l'œil, mais non, franchement ça marche bien. Les acteurs sont à fond. De toute façon, c'est tous des acteurs de théâtre qui ont dû être biberonnés à Shakespeare depuis leur plus tendre enfance et qui ont dû tous jouer au moins 10 fois ces pièces. C'est un super casting, c'est des super acteurs. Franchement, c'est sympa. Ça se regarde pas, ça se met en fond. C'était très sympatoche, The Hollow Crown. Puis ça donnait, grâce à ça, on a vu plein de pièces de Shakespeare en fait. C'était cool. Donc si vous avez un compte rendu à rendre sur Shakespeare, voilà. Vous pouvez regarder The Hollow Crown. The Hollow Crown. À l'époque où la saison et Benedict est sortie, au même moment pratiquement il y avait Martin Freeman. Alors on était en pleine hype Sherlockienne, et donc au même moment en Angleterre, Martin Freeman jouait Richard III. Et 1 an après, Benedict jouait aussi Richard III dans The Hollow Crown. C'était assez... waouh.
waouh. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est ? Ça raconte toujours des histoires de rois, de reines, de meurtre, trahison, d'assassinat, de mariage, de meurtre, de décapitation, de tromperie. Voilà, c'est toujours très basique. Mais c'est adapté de manière très réaliste. Voilà. Oui, c'est ça, c'est filmé comme un vrai historique. Sauf qu'il parle en vers. shakespearois, quoi. Bon, bah c'est expédié. Allez, on part en terre du milieu, c'est parti. Donc, en septembre dernier, après des années d'attente, est enfin sorti sur la plateforme Amazon Prime Video, Les Anneaux de pouvoir, adapté de quelques pages dans les appendices du Retour du Roi, puisque les droits du Silmarillion ne sont toujours pas accessibles. Les histoires. Je savais pas ça. Ah bah si. Ah, moi je pensais qu'ils adaptaient le Silmarillion. Ah non, c'est bien le problème. Mais j'ai des coups de fil à passer. Non, attends, quitte pas. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, j'aimerais me relire le Silmarillion avant de lancer Ring of Power, mais en fait, pas du tout. En gros, alors, les droits du Seigneur des Anneaux, de Tolkien en règle générale, c'est un bordel pas possible. Et je veux pas m'avancer sur tout, parce que même si je m'y connais bien, je suis pas experte en droit littéraire. Et je sais que The Tolkien Estate, qui était géré en grande partie par le fils de Tolkien, qui s'appelle Christopher, qui est mort l'année dernière, qui fait un travail de préservation de l'œuvre de son père assez admirable. Il a beaucoup bossé pour... Enfin, c'est grâce à lui qu'on a eu le Silmarillion, parce que c'est sorti après la mort de Tolkien. C'est grâce au fait qu'il a remis un peu au propre des écrits de son père qu'on a eu plein d'autres livres de Tolkien après. Il détestait les films de Peter Jackson, il était très contre, mais il n'avait plus les droits du Seigneur des Anneaux. Par contre, il avait toujours les droits du Silmarillion, et à ce jour, je crois que les droits du Silmarillion n'ont toujours pas été achetés par quiconque. Donc en fait, Amazon et Jeff Bezos avaient envie de faire une grosse série pour rivaliser Game of Thrones. Et je pense qu'il a acheté les droits, du Seigneur des Anneaux, mais du coup, en gros, quand vous lisez le Seigneur des Anneaux, il y a une bonne partie à la fin du Retour du Roi qu'on appelle les appendices, qui vous donnent un peu un contexte historique. C'est à peu près gros comme ça, à la fin du bouquin. Ah oui, quand même, ça fait une petite centaine de pages. Ah oui, complètement. Où en fait, c'est comme un peu un livre d'histoire qui vous donne. Vous avez, alors ça, c'était mon truc préféré. Vous avez les arbres généalogiques de tous les personnages. C'est là qu'on apprend que Sam a eu 14 enfants après le départ de Frodon. On a des calendriers, on a des super cartes. Enfin, si vous étiez dingue comme moi de Seigneur des Anneaux, c'était trop bien. Et il y a tout un passage sur le second âge, puisque l'histoire de la Terre du Milieu se divise en plusieurs âges. Et le second âge, c'est à peu près 2 pages de ce gros bouquin. Et c'est ce qu'ils ont adapté dans la série Amazon. Ah d'accord, donc ils ont littéralement adapté 2 pages. Oui, ils ont... Et je pense que c'est ça, une fois qu'on accepte ça, que les Anneaux de pouvoir, c'est un peu une fanfiction de Tolkien. D'accord. Ils ont pris des personnages, ils leur ont fait faire des trucs plus ou moins vrais dans le canon de Tolkien, mais ils ont inventé beaucoup de personnages, ils ont inventé beaucoup d'événements. Et moi je sais que c'est comme ça que j'ai pris la série. Je me dis bon, ok, c'est une fanfiction c'est une fanfiction de Tolkien, allez-y. Et on n'a pas détesté. Oui, c'est-à-dire que si on fait l'addition garçon, on a un résultat positif. Si on fait le détail Myriam, voilà. Tout n'est pas positif. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse le détail ? Allez, on va faire le détail Myriam. Bon, je tiens juste à dire ceci. Une des raisons pour lesquelles aussi on n'en a pas parlé sur les réseaux, c'est que je pense qu'on a tous les deux une relation un peu problématique avec le fait que c'est quand même Amazon qui se tape l'adaptation de cette œuvre, l'adaptation de l'œuvre d'un homme qui aurait, je pense... Enfin, je veux pas parler pour Tolkien qui n'est plus de ce monde, mais je pense que la manière de faire de Jeff Bezos et de Tolkien, on ne peut pas faire plus. C'est 2 visions du monde, mais
tellement éloigné de l'autre. Je pense que Tolkien, ça l'aurait rendu malade, que Amazon s'empare de son œuvre comme ça. Donc c'est très compliqué. Et que pour le coup, tout le monde allait regarder cette série. Et nous, ce qu'on aime bien faire aussi sur nos réseaux, c'est mettre en avant des petites séries que vous auriez peut-être pas l'idée de regarder. Oui. Mais bon, tout le monde allait regarder les Anneaux de pouvoir. On s'est dit, bon, on fera un petit débrief. On n'allait rien apporter de plus. On n'allait rien apporter de plus. On se dit, on fera un petit débrief quand ce sera fini. Mais ouais, c'est quand même très particulier de voir ce Balrog qu'est Amazon adapter cet univers. Mais bon, donc 8 épisodes. Donc on suit plusieurs storylines dans cette saison. On suit du coup Galadriel, princesse guerrière, et Numénor, qui sont un peu deux storylines qui sont entremêlées. On suit Arondir. C'est un elfe qui s'appelle Arondir. Et qu'est-ce que tu m'as fait comme blague bête? Qu'est-ce que je t'ai dit? En fait, j'avais pas fait gaffe que arrondir en français, c'est juste le verbe arrondir et... Non, c'est pas moi qui t'ai dit ça, c'est quelqu'un d'autre. Non, parce que je l'avais jamais remarqué. Ah bon? Ah oui, mais je pensais que c'était toi qui avais fait une blague bête et je dis, c'est vrai. Enfin, en tout cas, un elfe et une humaine qui vivent dans les terres du Sud, Browin, voilà. Les terres du Sud qui vont devenir éventuellement le Mordor. Un peuple de pieds velus, qui sont les ancêtres des hobbits, les Harfoot. Donc on est sûr que c'est l'ancêtre des hobbits? Oui, sûr. C'est un peu la préhistoire des hobbits, c'est-à-dire des hobbits tels qu'on les a connus dans le Seigneur des Anneaux, la façon dont ils vivent, ça n'existe pas encore. Exactement. D'accord. Je crois, si je me trompe pas, il y a 3 races qui ont fait ce qu'étaient les hobbits. Il y avait les pieds velus, il y avait les forts, et il y avait... c'est la 3e où je me souviens jamais. Et je crois, par exemple, Sméagol, Gollum, c'était un fort, lui, par exemple. Oui, mais je crois que c'est expliqué dans les toutes premières pages du Seigneur des Anneaux, de toute façon. Oui, il me semble qu'à un moment, il dit ça. Et à un moment, ces 3 races se sont mélangées ou un peu évolué et ont formé ce que sont les hobbits. Mais là, c'est les Harfoot, les pieds velus qu'on suit, qui sont des nomades, en fait. Complètement à l'inverse du côté très sédentaire des hobbits, pour le coup, dans le Seigneur des Anneaux. Et quelle est la dernière storyline qu'on suit? Elrond et Durin. L'amitié entre cet elfe et ce nain. Qu'as-tu pensé de la série, Sébastien? Moi j'ai bien aimé. Au final j'ai bien aimé. J'ai été content d'avoir un peu de light fantasy, de fantasy en couleur après les années sombres et Game of Thrones qui tout d'un coup a dit bon maintenant la fantasy il faut que ce soit gritty, qu'il y ait de la violence, du gore, du sexe, des agressions dans tous les sens et on est obligé de regarder dans le noir pour y voir quoi que ce soit. Donc j'ai bien aimé ce côté un peu plus Excalibur, ce film des années 80 qui a lancé un peu l'heroic fantasy dans l'audiovisuel, ce côté un peu plus kitsch, un peu plus coloré, un peu plus avec des grands sentiments. J'ai trouvé ça super bien écrit. Oui. Je trouve que les dialogues sont très shakespeariens pour le coup. Alors il y a des gens qui peuvent être très allergiques à ça. Moi après je vais arrêter de la comparer à Game of Thrones parce qu'il faut que la série existe en elle-même, mais voilà, ça disait pas coq toutes les 5 minutes, ça disait pas chi toutes les 5 minutes, personne n'est vulgaire en terre du milieu, les gros mots je te pas. Non mais c'est très joli, il y a des moments où ils rentrent dans des métaphores pour exprimer des sentiments, pour exprimer des choses, c'est vachement bien amené, c'est vachement bien écrit et Galadriel je la trouve incroyable, je trouve que l'actrice, je trouve que ça fait découvrir plein d'acteurs et plein d'actrices comme nous avait fait Le Seigneur des Anneaux et ça donne envie de les voir continuer ailleurs. Ça nous fait voir aussi c'est elle qui joue Browin, je l'ai vu dans Homeland, je l'ai vu dans Counterpart, je l'ai vu dans plein de trucs un peu de thriller, policier, judiciaire et tout, et là de la voir dans l'heroic fantasy, c'est sympa. Non, franchement, dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé, j'étais content de le voir chaque semaine. Il n'y avait aucun souci. Mon gros souci, mais ça je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard, c'était la réalisation de quelques épisodes que j'ai trouvé un peu blais. Ouais. Voilà.
on fera un peu plus de détails. Et toi, Julia, voilà. À peu près pareil. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. J'ai été émerveillée à beaucoup d'épisodes. J'ai pleuré à quasi chaque épisode. J'ai trouvé qu'ils avaient quand même capturé ce qui fait que ce monde me plaît, comme tu dis, c'est de la light fantasy, j'adore que ce monde existe, dénué de violence crude, où les gens se disent qu'ils s'aiment en se récitant de la poésie et en se disant qu'ils s'aiment très fort, les larmes aux yeux. C'est la raison pour laquelle vraiment, moi, Le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est ce qui m'avait plu dans ces films quand j'étais plus jeune. J'avais jamais vu une œuvre où des personnages s'aiment à ce point et se le montrent constamment. Et j'ai retrouvé ça un petit peu dans cette série, pas au point que l'avait fait Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un élément de cet univers qui est tellement charmant. Et ouais, j'ai trouvé ça bien écrit aussi. Il y a des tournures de phrases et des jolies métaphores qui sont vraiment, vraiment cool. C'est pour ça que j'ai vu pas mal de gens critiquer l'écriture de la série, mais pour le coup, s'il y a bien un point sur lequel je vais pas les blâmer, c'est le scénario, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien fichu ouais, au niveau des dialogues plutôt, j'aurais envie de dire. Oui, plus au niveau des dialogues, parce qu'au niveau des les épisodes qu'on a moins aimés, c'était à cause du scénario. Oui, effectivement, je devrais me reprendre là-dessus. C'est plutôt les dialogues que je voudrais applaudir. Alors, je sais pas si on va direct allez, allons direct dans ce qui n'allait pas. Oui. Il y a plusieurs choses qui allaient pas. Alors déjà, vraiment, et ça pour moi c'est mon principal défaut que je trouve à cette série, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait autant de points de vue différents. Je pense que je ne comprends pas pourquoi les gens ne retiennent pas les bonnes leçons de ce qui a fait que les films de Peter Jackson ont été une réussite. C'est que tu n'embarques pas le public dans un univers qu'ils ne connaissent pas, en multipliant les points de vue. C'est-à-dire que dans le premier Seigneur des Anneaux, dans la communauté de l'anneau, on est quasi que du point de vue de Frodon. Il y a une storyline, c'est celle de Frodon, qui est entourée de plein de personnages, mais on suit un point A à un point B pendant tout le film. Et c'est à travers ses yeux qu'on apprend à connaître cet univers, qu'on rencontre d'autres personnages, qu'on apprend à les aimer aussi. Mais Frodon reste toujours nous, en fait. On est toujours nous. Et à partir du deuxième film, là, le réalisateur estime que là, c'est bon, vous maîtrisez les codes de mon univers, on va multiplier les points de vue. Et à partir des deux tours, on arrive avec 3, en moyenne, points de vue différents. Frodon et Sam, Legolas, Gimli et Aragorn, et Merry et Pippin et les Ents. Ça va, tu me suis toujours. Oui. Et en fait, la série Les Anneaux de Pouvoir, on a l'impression de commencer par les deux tours, en fait, où le point de vue est explosé à travers ces 4-5 points de vue différents. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnages qu'on ne voit pas beaucoup par épisode, parce qu'ils se partagent 1 heure d'épisode tous. Et qu'on ne voit même plus, qu'on voit un épisode sur 2 par moment. Exactement, il y a des personnages qu'on ne voit pas pendant un épisode. Et c'est dommage parce que moi je pense que je sais pas toi, mais je pense que j'ai été attachée à eux parce que j'avais déjà une attache avec cet univers. Je me demande si c'est possible quand déjà t'arrives pas très motivé par cette série, ou alors que tu ne connais pas du tout cet univers. Oui. Pour moi, les trois personnages qui marchaient le mieux, c'était Galadriel, Elrond et Durin, et leur amitié qui est absolument fantastique, et la relation entre les pieds velus et cet étranger tombé du ciel. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste fait ça. Ou limite, enfin, moi, scénariste des Anneaux de Pouvoir, ce que j'aurais fait, ce serait que suivre les Harfoot.
et je sais pas, créer une histoire autour d'eux qui explique, qui croise d'autres personnages, comme Elrond, comme Galadriel, comme d'autres choses, mais qu'on reste toujours avec un seul point de vue, qui était le personnage de Nori, qui est vachement bien et qui est super bien interprété par cette jeune actrice australienne, qu'on avait croisée dans The Cry. Et pour moi, ça aurait arrangé beaucoup de choses. Je vois pourquoi ils ont fait ça. Ils voulaient jouer le côté casting choral, comme dans Game of Thrones, mais je trouve que ça ne fonctionne pas. Ça veut pas dire que je dis que la saison ne fonctionne pas, mais je trouve que cet aspect de la narration ne fonctionnait pas dans les Anneaux de pouvoir. Il est un peu fragile, cet aspect, et du coup on en voit très vite les points faibles. Ouais. Et quand on a eu l'épisode, donc c'est l'épisode 3, 4, 5, où, alors on n'a pas aimé la réa, mais en même temps, c'est la réalisation, en même temps on s'est rendu compte que scénaristiquement, il avait peut-être moins à manger. Oui. Parce que c'est vrai qu'après l'épisode suivant était vachement mieux, mais il y avait beaucoup plus d'action. Oui. Comme un fucking volcan. Mais du coup, c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des scènes où c'est que du dialogue. Plan général au début de la séquence pour montrer où ils sont. Dialogue, chant contre chant, chant contre chant, caméra épaule tout le temps. Plan général quand le personnage part. Séquence suivante, on recommence. Et quand c'est que ça, tu dis mais au secours quoi, tu ne suis plus rien à ce qui se passe. Ouais. C'est plus amusant à regarder. Et après en même temps, dans l'épisode suivant, la réalisée par la meuf là, quand il y avait des scènes de dialogue, il faisait quelque chose. Ouais. C'est la femme de Durin qui est en train de faire son marteau. Ou alors quand ils font rien, c'est que c'est une scène d'importance émotionnelle, comme la scène entre Dorin et son père, qui est incroyable cette scène. Et ils ne sont pas face à face, ils sont l'un à côté de l'autre, ils regardent dans le vide et la caméra tourne autour d'eux et les films dans certains angles qui veulent dire quelque chose, n'est pas juste du champ contre champ, caméra épaule. Donc c'est possible de filmer des scènes que dialoguer et de faire et d'expliquer quelque chose avec ta mise en scène et ton scénario et ton montage. Mais et c'est des choses qu'on avait moins dans cet épisode 3, 4, 5. Ouais. Et le dernier épisode, on a eu le même réal. Plus je repense au découpage technique de la dernière séquence et plus je suis énervé. C'est le découpage. En fait, je trouve ça hyper classique. Alors, on va faire un gros plan sur l'œil. Parce que c'est l'œil de... ensuite, la caméra dézoome sur son visage. Et puis, on se rend compte petit à petit qu'il est là. Et puis, on a un plan général. Enfin, ils nous ont refait le même plan que la fin du premier Seigneur des Anneaux. Des deux tours. Et t'es là genre... Tu veux pas juste réfléchir plus de 5 minutes à comment tu vas faire ta séquence, quoi. Ouais. Voilà, c'était pas mauvaisement réalisé, mais c'est juste que pour la série la plus chère du monde, vous voulez pas leur donner. Alors je crois qu'il y a eu plein de soucis. Je pense que les réals se sont enchaînés. Je pense qu'il y a dû y avoir 0 temps de prépa. Ouais. Ça a l'air d'être le bazar, la production de cette série. Ouais, j'ai même trouvé que le décor, il y avait quelques décors qui étaient un petit peu... Alors pas cheap, parce que ça a du sacrément boulot pour ce qu'ils ont fait. Mais je trouvais que c'était trop propre. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que je me souviens quand tu parlais de la série avant de la voir, tu disais que tu espérais que voir un côté réaliste comme dans Seigneur des Anneaux, on avait l'impression que les costumes étaient portés, on avait l'impression que... Et je trouvais qu'il y avait un petit côté Disneyland dans certains décors. Pas tous. Là où ça marche, c'est quand on est chez les elfes. Ouais. Parce que je m'en fous, Disneyland, ça ressemble chez les elfes parce que c'est un endroit un peu rêvé, féerique. Ouais. Avec les hobbits aussi, ça me dérange pas parce qu'aussi, enfin, on en avait parlé aussi. C'est un peu le Seigneur des Anneaux, c'est le second âge. On est encore dans un monde jeune en fait. Ouais. On est encore dans une espèce d'Éden, d'utopie, même s'ils sortent tout juste d'une guerre contre les forces du mal. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ça se passe presque dans un monde post-apocalyptique en fait, après les guerres qui ont dévasté ouais. Donc le côté un peu glossy, où l'herbe est très verte, où le soleil est toujours en heure dorée, où les feuilles jaunes sont limite dorées, ça marche, mais il y a des moments où ça marche pas. C'est-à-dire quand le mal surgit et commence à s'emparer visuellement de ce qu'on voit, ça marchait pas toujours, je trouvais. Ouais. Après, quand le Mordor s'installe, c'est plutôt pas mal. Ouais.
La scène post-volcan est Ah bah, ouais. assez impressionnante. Bah, c'est pratiquement le. Ça faisait limite scène de théâtre. Ouais, je suis d'accord. Non, il y a plein de... C'est vrai qu'on s'est vraiment posé des questions sur les choix de réalisation dans cette série parce que... Et vraiment, en disant ça, je ne crache pas sur les réalisateurs de séries télé qui sont... Alors, c'est vrai que si vous savez pas, en série, on change souvent de réalisateur chaque épisode, avec des réalisateurs et réalisatrices récurrents et récurrentes, mais il y a ce qu'on appelle des guest directors, c'est-à-dire tu sais gérer une équipe, tu sais où poser ta caméra, hop, on va t'embaucher pour réaliser un épisode de NCIS, et puis la semaine prochaine tu iras réaliser un épisode de Scrubs, et la semaine d'après tu iras réaliser un épisode, enfin voilà, et quand on a regardé la filmographie de la plupart des réalisateurs et des réalisatrices des Anneaux de pouvoir, c'est ça en fait, c'est des réalisateurs et des réalisatrices qui ont fait leur carrière en série, mais qui n'ont pas qui n'ont pas l'air du moins d'avoir une patte en fait. Ils viennent, ils font le taf et ils vont sur une autre série. Je vois pas comment je pourrais mieux le décrire. Au contraire, le réalisateur qui a réalisé les 2 premiers, ce réalisateur il s'appelle Jia Bayona, et c'est lui qui a réalisé des films d'épouvante et fantastiques comme L'Orphelinat, qui est, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film d'horreur espagnol absolument incroyable, avec un moment qui vous tord les boyaux. Il a aussi réalisé Quelques minutes après minuit, qui est un film un peu de rêve et d'heroic fantasy, pour le coup, ou imaginaire. Il a réalisé aussi un film incroyable qui s'appelle The Impossible sur le tsunami qui est arrivé dans les années 2000, si je me souviens bien. Ouais, 2000, qui est dingue, avec Ewan McGregor et Tom Holland. Donc, ils lui ont donné les 2 premiers, donc ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et on dit, ok, pour bien établir la belle réal et l'âme un peu de notre série, on va le donner à un réalisateur qui est en fait qui est plus un auteur que les autres, puisqu'il a une patte et il a un style. Et en fait, alors, peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau de l'emploi du temps. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas réalisé tous les épisodes, très honnêtement. Je ne comprends pas pourquoi un projet de cette envergure et de cette importance financière n'a pas été réalisé par le même réalisateur, qui aurait, je pense, donné une constance artistique, une cohérence artistique. Bah, il manque une grosse cohérence tout au long de la saison au niveau de la réalisation. Bah, c'est ça. Je trouve que c'est un projet qui méritait une vision d'auteur, comme pouvait l'être Peter Jackson aussi, et un style qu'on retrouve. Je pense que peut-être le Covid est passé par là, parce que donc, le Covid est arrivé en plein milieu du tournage, donc il y a une grosse pause sur le tournage de la série. Et ouais, ça c'est un grand mystère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, et je pense que ça aurait peut-être arrangé beaucoup de choses, parce que je trouve que les 2 premiers sont les plus beaux visuellement. Je sais pas, c'est un mystère. J'aimerais bien savoir. Et en fait, ce genre de décision me fait douter de la sincérité artistique des gens qui étaient derrière ce projet. Voilà. Mais c'est un peu la vache à lait, quoi. C'est un peu la poule aux d'or. C'est un peu déprimant. Pour la saison 2, ils veulent faire un casting que féminin de réalisatrice. Oui. Mais pareil, ça veut dire donc qu'il y aura pas une seule personne qui va gérer toute la saison. Ouais. Ça va encore s'enchaîner comme une usine, quoi. Ouais. Comme une usine d'Amazon. Donc, c'est dommage. Mais bon, il y avait des trucs sympas. Alors, aussi. Passons au positif. Voilà, c'était... Moi, j'ai adoré le premier épisode. Non, mais il est incroyable. Je l'ai revu. Ouais. Je me suis repassé toutes les scènes avec Galadriel parce que je trouve qu'elle a une espèce de parcours émotionnel tout au long de l'épisode qui est très bien. Ça aurait été bien que ça aurait duré une saison entière parce que ça se termine dans un joli climax. Oui. Les Hobbits sont extraordinaires. Oui. Enfin, les Hardfoot. Et la relation avec parce qu'il y a une espèce de... Il y a une espèce de météorite qui tombe du ciel et dedans, il y a un homme étrange, une espèce de grand monsieur très très grand, tout barbu,
amnésique, muet ou qui baragouine des mots, on ne sait pas qui c'est, et il est pris en charge par ces tout petits artful, ces tout petits hobbits en devenir qui sont des enfants, donc c'est vraiment c'est une image de ce géant complètement dénu et faible qui se fait protéger par cette petite créature. Par cette toute petite créature et tout le mystère de qui c'est. Ouais. Et c'était beau, je trouvais que l'acteur était bien, Ouais. enfin, je trouvais que visuellement ça donnait quelque chose de très joli, il y avait des jolis plans, son thème musical est magnifique. Oh, tellement. Et non, ça c'était vraiment bien, comme tu disais, on serait bien resté plus longtemps avec eux. C'est ça. S'il y a un thème qui est très beau dans Le Seigneur des Anneaux, en général, c'est le thème des familles de cœur, en fait. Et c'était vraiment ça, en fait. C'était ce gars qui était adopté par ce petit clan, cette petite famille. En fait, on aurait dit Stitch. C'était vraiment Stitch. Voilà. Vous ne passerez pas. Mais non, mais c'était ça. Ce grand monsieur qui est vraiment. T'as raison. L'acteur est vraiment ouf parce qu'il arrive à terrifier et en même temps il est hyper vulnérable. On dirait presque un enfant en fait. Et de le voir être élevé par cette petite communauté. Mais honnêtement, moi j'aurais pu voir une saison avec que eux. Ça m'aurait absolument pas dérangé. Puis il y a cette espèce, ils ont essayé de recréer un peu une amitié, un gender band de Frodon et Sam avec Nori et Poppy, qui même physiquement, je trouve qu'elles ressemblent toutes les deux un peu respectivement à Sean Astin et Elijah Wood. Pour moi, Nori, ils l'ont vraiment casté pour Elijah Wood, je trouve, avec ses grands yeux bleus là qui regardent un peu cet univers. Et puis donc ouais, leur amitié. Il y a une scène, alors vraiment avec du penser, j'ai envie de pleurer où ils sont sur parce que donc ça, comme je disais, c'est un peuple nomade et donc vraiment pour se donner du baume au cœur, et ils disent chante la chanson que chantait ta maman qui est morte, et elle se met à chanter cette chanson qui est, on peut pas faire plus Tolkienesque que cette chanson, c'est vraiment la chanson de voyage, et on les voit parcourir la terre du milieu, se faire du thé, rigoler ensemble, et je me souviens qu'à ce moment-là, c'est là que je me suis dit mais oui, c'est dans ce moment-là que je me dis ils ont compris aussi ce qu'ils font, parce que oui, c'est ça le Seigneur des Anneaux, c'est ça qui fait que j'aime cet univers, et il y avait beaucoup de scènes comme ça, et dont l'autre storyline vraiment cool qui était l'amitié entre Elrond, donc Elrond que vous connaissez, même personnage que le Seigneur des Anneaux, père d'Arwen, joué par Hugo Weaving dans le Seigneur des Anneaux Peter Jackson, là qui était joué par cet acteur qui s'appelle... Qui jouait jeune Ned Stark dans Robert de Game of Thrones. Aramayo, qui jouait donc Ned Stark jeune dans le Seigneur des Anneaux. Dans Game of Thrones, et donc là qui joue Elrond, et il a en fait le but de la saison pour lui, c'est d'implorer les nains d'aider la race des elfes qui est en train de mourir. On sait pas trop pourquoi. Enfin, qu'il y a une espèce de parce qu'ils ont une espèce de maladie, enfin il y a une espèce d'ombre noire ça, c'est qui pas est en clair, train, je trouve, tu vois, par exemple. Je trouve, petite parenthèse sur des trucs qui allaient pas, je trouve que les motivations des personnages n'étaient jamais très claires. Oui, c'est vrai. Tu ne sais... on le comprend un peu après, quoi. Ouais. On en avait parlé aussi. C'est en gros, c'est parce qu'il y a une espèce d'ombre qui est en train d'envahir leur arbre magique. Donc du coup, il part du principe qu'ils vont tous mourir s'ils restent, quoi. Ouais. Mais du coup, tu sais pas. Pour moi, je disais, mais donc c'est une métaphore. Oui. Et tu dis, mais pourquoi, c'est quoi le problème que vous partez? Parce qu'en fait, vous rentrez chez vous. Oui. Donc du coup, tu dis, mais en fait, vous voulez pas partir parce que vous êtes dans la terre du milieu depuis tellement longtemps que c'est maintenant la terre du milieu de votre chez vous. Mais comme c'est jamais dit clairement, enfin, je devrais pas m'inventer tout un retcon dans ma tête pour essayer de comprendre les motivations des personnages, en fait. Exactement. Alors, ils l'ont bien fait, je trouve, avec la fin de ce premier épisode dont tu parlais, qui est magnifique, où en fait, ils forcent Galadriel à rentrer chez elle à Valinor, en fait, qui est cette espèce de... Valinor, c'est là où va Frodon à la fin du Retour du Roi, en fait, cette espèce de terre qui... Alors, à ce stade de l'histoire, je crois qu'elle est toujours sur Terre, cette terre...
allez, toujours sur la planète, cette terre des elfes. Après, ils vont un peu la mettre dans les cieux, en gros. En fait, c'est un peu le paradis. Et en gros, quand ils retournent, c'est que tu vas plus jamais revenir. C'est un peu la mort. Et je trouvais que la fin du premier, il montrait cette espèce d'aspect... Le truc inquiétant. C'est inquiétant, quoi. Ça ressemble à un sacrifice, en fait. Exactement, t'as l'impression... Et c'était mis en scène comme un sacrifice. C'est ça. Et ça, c'était bien fichu, parce que t'as tous les autres elfes qui sont un peu comme dans une secte, ils sont genre, on rentre chez nous. Et il y a que elle, en fait, qui vit la chose de manière terrifiante, genre, mais en fait, j'ai pas envie de mourir, en fait. J'ai trop de choses à faire encore sur cette terre, et c'est pour ça qu'elle saute dans... c'est que ce plan, là, où elle saute dans l'eau qui est fantastique. Mais bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais si. Parce que Aragorn devait aller voir les nains pour les sauver. Elrond. Elrond, pardon. Elrond devait aller voir. Oui, voilà. Et donc on a cette histoire d'amour entre ce roi nain et ce prince elfique. Il est pas encore roi. Oui, enfin ce futur roi nain, on va dire. Oui. Qui est terriblement touchante. Les deux acteurs ont une alchimie mais merveilleuse, et ouais, c'est une première amitié elfe-nain avant que ça parte en cacahuète, qui m'a beaucoup plu. Ça a été un des cœurs émotionnels de la série que j'ai beaucoup aimé. Et toutes les scènes chez les nains étaient dingues. Oui. L'actrice qui joue sa femme est incroyable. Je sais pas où ils sont allés la trouver, mais même physiquement, enfin, elle a un charme, cette espèce de reine naine magnifique, qui a les doigts dorés et de l'or dans les cheveux. Oui, j'ai remarqué ça. Ils ont tous un peu d'or partout. Oui. Même lui, Durin, il a de l'or un peu sur ses coudes, sur les paumes, sur le côté de ses mains, un peu comme quand t'écris, quand t'as des taches d'encre, traces d'encre. Ouais, c'est vrai. Ils sont vraiment, tu sais, ils sont habités par leur métier, quoi, par leur le fait qu'ils travaillent dans l'or, qu'ils travaillent dans la terre, ils travaillent dans les minéraux, et du coup ça les métamorphose un petit peu, quoi. Et c'est très très discret, et c'est des jolis petits détails. Mais oui, comme tu dis, je pense dans cette série, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Ouais. Ils ont compris leur univers, et il y a des moments où ça se ressent. Donc ça se ressent dans les dialogues, ça se ressent dans quelques costumes, ça se ressent dans quelques idées. Et du coup, c'est dommage que ça n'a pas pris tout le projet. Ouais. Mais du coup, ça se ressent dans cette espèce de... Et c'est ce qui peut-être rend le projet pas complètement inhumain, et juste un espèce de machine corporate d'Amazon qui veut rouler sur le monde du divertissement. Et il y a ces quelques petits efforts artistiques qui ont réussi à poindre et à sortir de là, et qui je trouve sauvent la série, et qui méritent, et qui font que la série mérite d'être là quand même. Complètement d'accord. Ça résume tout le rapport qu'on a pu avoir avec la série, je trouve. Et Numénor, ça a duré trop longtemps. Numénor, c'était le gros point négatif de la série. C'est ça. C'est-à-dire que ça a duré 3 épisodes. Ça n'a mené à rien. Il y a vraiment 3 épisodes où l'histoire est sur pause. En fait, ici, il se passe des trucs, mais qui sont résolus. Ouais. Et on se retrouve au même point où on était au début. Ça n'a aucune répercussion sur le futur. Ouais. Ou du moins, ça va l'avoir en saison 2. Mais alors, du coup, on est là, genre, so what? Ouais. Genre, ils vont partir en guerre. Au début, on se doute qu'ils vont partir en guerre, donc c'est pour un truc genre, est-ce qu'ils vont partir en guerre, est-ce qu'ils vont pas partir en guerre, donc on va nous faire croire que non, mais en fait si. Et à un moment, il y a des bateaux qui explosent, ils disent bon, ils vont pas y aller, ils y vont quand même. Ouais, c'est résolu en 5 minutes. Et plus jamais on en reparle, on se dit mais du coup ça ne servait à rien. Toute l'histoire avec la sœur d'Isildur et son fuckboy là. Je pense que la sœur d'Isildur va avoir plus d'importance dans la saison 2. Ouais. Mais je sais pas. Après, l'actrice, j'ai pas trouvé très... Non, j'ai trouvé qu'elle était pas bonne. Ouais, on lui a donné pas grand-chose à faire. Ouais. Oui, c'est plutôt ça. La sexy lampe. J'ai adoré le personnage de Elendil, le père d'Isildur. Oui. Je trouvais c'est le Ned Stark de la série, c'est vraiment la figure paternelle. Je trouve que on parle, ça qui est émouvant avec ces personnages, parce qu'on parle quand même des ancêtres d'Aragorn, quoi. Et je trouve que lui, c'est en lui qu'on retrouve le plus d'aspects que va devenir Aragorn, en fait. Donc c'était assez émouvant de le voir évoluer, comparer ce petit con d'Isildur. C'est vraiment ce gars, vraiment genre Father, when can I live to be on my own? C'est un peu ça, oui. Mais il était cute, et l'acteur est hot as fuck, donc on lui pardonne. Il y a des passages mignons avec son cheval. Tu as adoré voir Galadriel se battre.
Ah non, mais c'était le cirque plume, quoi. À l'endroit, à l'envers, avec le cheval. C'était extraordinaire. Ouais, c'était trop bien. Puis alors cette actrice, moi je l'avais vue dans un film d'horreur qui s'appelle Sainte Maud, Ouais. qui est un film sur une jeune femme qui pense qu'elle est... C'est une aide-soignante. Ouais, c'est ça. Qui se prend pour une prophète ou je sais pas quoi. Ouais, elle pense qu'elle est possédée par un espèce de saint. Enfin, elle a un rapport super chelou avec la religion. Et elle est hyper malaisante. Elle a un peu elle a un peu une vibe à la Carrie, un peu. Et quand j'ai vu qu'elle avait été castée pour Galadriel, je me dis très bon casting, parce que Galadriel, elle incarne vraiment ce mix entre la pureté, la féerie et la sorcellerie, où tu sais pas si tu dois l'admirer ou la craindre, en fait, Galadriel. Cate Blanchett la joue super bien aussi dans Le Seigneur des Anneaux, où on avait vraiment, quand ils arrivent dans la Lothlórien, dans Le Seigneur des Anneaux, on avait vu un peu le good side des elfes quand ils étaient à fond de combe, où là ce n'était que repas et grandes discussions et fêtes et chants et tout ça. Et là ils arrivent vraiment chez les elfes un peu qui écoutent The Cure, tu vois. C'est les elfes un peu qui tripent un peu, qui sont un peu malaisants, qui vivent dans leurs grands arbres. Et cette reine qui est un peu une sorcière, tu sais pas si elle veut du bien ou du mal. Et donc cette jeune actrice était un bon choix, parce que elle a cette manière de parler un petit peu comme ça, avec ses yeux qui sont un peu en amande sur le côté de son visage là. Enfin, c'est un très bon casting pour Galadriel. Elle fait un peu trop jeune, je trouve. Oui. J'avais tendance à oublier des fois qu'elle même si tu sentais que l'actrice mettait beaucoup de gravitas et d'ancienneté dans ce qu'elle était, j'avais tendance à oublier que c'était une elfe qui avait déjà des milliers d'années et pas juste une petite nana de 20 ans. C'est dur, ça. Mais c'est dur, ouais, c'est très dur. Alors pour le coup, je crois que... Alors, je sais pas quel âge elle a, cette actrice, mais je pense qu'elle doit être plus jeune que l'était Cate Blanchett au moment où elle a été castée dans Galadriel. Elle est née en 89, elle a mon âge, du coup, elle a 33 ans. Voilà, il y a le personnage de Halbrand qu'on a adoré détester pendant toute la saison. C'est ça. Il était hot. Même pas. Bon. Il était hot comme Jeff Winger est hot dans Community, je trouve. Oui. C'est un peu Jeff Winger, Halbrand. C'est vrai. En fait, je pense qu'on a vu venir... Alors, spoiler, on va parler peut-être un peu des twists. Je pense qu'on a vu venir le twist il y a déjà pas mal d'épisodes. Ils nous ont edgé pendant toute la saison. C'est qui seront, c'est machin, c'est bidule, c'est Halbrand, c'est le mystérieux voyageur, c'est Hadar, c'est Browyn, c'est Galadriel, c'est le chien. Au bout d'un moment, il dit il reste plus qu'Halbrand. C'est ça. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que ils ont vraiment joué le mystère toute la série. En fait, non, ils ont pas joué le mystère toute la série. Et ils ont commencé pendant le dernier épisode, genre, et si c'était lui? Et non, mais les gars, c'est trop tard, on sait que c'est lui, c'est pas la peine. Oui, alors j'ai pas aimé qu'ils ont fait genre, et en fait, c'est le... Oui. C'est le mystérieux voyageur. Non, on s'est trompé. Tu dis, les trois sorcières, là, les Shakespeare Sisters, super puissantes, qui contrôlent le feu, elles sont plantées. Ouais. Enfin, c'est un débile. Ouais. Mais après... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sauron et les magiciens, c'est des Astars, enfin c'est des Nis? Non, pas du tout. Alors c'est des demi-dieux, les deux, si je me souviens bien. Après, Gandalf, Saruman, c'est les Istars, les Istari, les magiciens. Et Sauron, c'est pas un Istari. Donc je sais pas pourquoi elle l'aurait confondu. Peut-être parce que les deux sont considérés comme des demi-dieux, en fait. Ouais, mais c'était trop bizarre, quoi. C'était juste pour le twist. Ils ont dû se dire... Vraiment, ils ont dit alors merde, c'est trop grillé que c'est Halbrand Sauron. Donc du coup, on va mettre une petite fausse piste au début d'épisode et c'était grillé que c'était pas ça, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé ça utile de les faire revenir à la fin. Enfin, je trouvais que quand elles étaient juste venues pour détruire le camp des Hobbits, c'était suffisant. Oui. Pour établir certaines choses. Oui. Et là, pas pour une scène de bataille. Donjons et Dragons entre magiciens. C'est ça. Mais bon. C'était vraiment roll initiative. Mais alors,
Du coup, est-ce que pour toi, la série a établi que c'était Gandalf ou est-ce que pour toi, c'est toujours flou? Pour moi, c'est toujours flou. Si c'était Gandalf, ils auraient dit que c'était Gandalf. Là, pour moi, ce que a fait la série, c'est qu'ils ont officialisé que c'était un Istari. Donc, on sait que c'est un magicien. Après, ils lui font dire la réplique très connue que dit Gandalf dans le livre et dans les films, qui est en cas de doute, toujours suivre son nez. Donc là, quand t'es fan, normalement, quand tu es dans cette phrase, tu dis « Oh, c'est Gandalf !» Et d'un côté, tu dis « Bah non, Gandalf, il aurait pu l'apprendre de quelqu'un d'autre. » Donc, pour moi, s'ils avaient voulu officialiser que c'était Gandalf, ils l'auraient fait plus clairement. Et je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'un ultime twist où on pense que c'est Gandalf et en fait c'est Saruman. Moi, vraiment, j'ai passé toute la saison pensant que ça allait être Saruman. Je trouvais que ça avait plus de sens narrativement parce que je trouvais que c'est trop évident que c'était Gandalf. Je trouvais que le fait que ce soit Saruman, ça donne au personnage un côté un peu Dark Vador en fait, parce que Saruman, alors quand on a vu que les films, on a du mal à s'en rendre compte, mais Saruman c'était pas quelqu'un de mauvais tout le temps, c'était un grand magicien qui était très amoureux de la forêt, qui était très ami avec les Ents. C'est en partie pour ça que Silverbarb, Treebeard croient pas vraiment Merry et Pippin quand ils leur disent que Saruman est en train de tout détruire, parce qu'il est en mode genre mais non, mais Saruman c'est mon poteau quoi, et il vient boire le thé avec nous tous les dimanches quoi, donc c'est pas possible ce que tu nous dis. Donc voir Saruman, ce qu'il était avant de devenir le méchant, je trouvais ça intéressant. Ça peut être aussi un des trois autres, c'est-à-dire donc Radagast, qu'on voit dans le Hobbit, qui est le magicien marron. Qui est plus... C'est un Istar, Radagast ? Oui, il fait partie des 5 magiciens qui sont en fait... donc lui, il est très proche des animaux, très proche de la nature, plus que les autres. Et les deux autres qui sont... Sauf si je me trompe, qui n'ont jamais de nom, qui n'ont jamais été donnés de nom par Tolkien, qui sont juste, on les appelle les bleus, les magiciens bleus, qui sont partis vers le nord, si je me souviens bien, et qui ne sont jamais revenus dans les terres de la Terre du Milieu qu'on connaît. Donc il peut être très bien l'un des 5. Après, le truc, c'est que normalement, il n'arrive pas à cette époque-là. Les Istari, ils n'arrivent pas à la Terre du Milieu avant très longtemps. Et du coup, là, vraiment, à ce stade, ça veut dire qu'ils sont tellement dans l'invention où là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent préparer, quoi. Là, ils inventent, pour le coup. Donc, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent à ce stade. Okay. Et vraiment, moi, je fais partie de ceux qui... Ça ne me dérange pas, je m'en fous. Franchement, du moment que ça... Oui. Si je voulais un truc canon, pur, je lis le livre. Là, c'est une série adaptée comme vous voulez. Du moment que ça a un sens scénaristiquement et émotionnellement et que ça me fait ressentir des choses intéressantes, je suis ouverte à tout. Donc, voilà. La prochaine saison arrive dans 2 ans, apparemment. Et ouais... bonne petite série. On n'a pas parlé de la reine. Oh, elle est tellement belle, l'actrice. Oui, la reine des Numénor. Ouais. Qui a son personnage est pas non plus ça va pas jusqu'au bout de ses capacités, mais c'est quand même très cool. Et il y a un foreshadowing magistral que tu as remarqué en revoyant la série, qui prouve que les dialogues sont vraiment bien écrits. Oui. On va dire qu'il arrive. Il y a pas mal de foreshadowing. Ouais. Il arrive quelque chose à ce personnage, on va dire, quand elle arrive en Terre du Milieu, qui est annoncé. Qui est annoncé 3-4 épisodes avant, quoi. Voilà, mais impossible de s'en rendre compte. De manière impossible à deviner, ouais. Mais j'aime beaucoup ce personnage. Et on a tout spoilé, mais elle va perdre la vue, en fait. Et je trouve le passage où elle comprend qu'elle ne voit plus est très bien écrit. C'est ces petits passages du scénario qui sont bien écrits et ils auraient pu faire ça de manière très bateau et ils ont choisi de l'introduire d'une manière assez intéressante. Elle est très belle cette scène. Comme la scène où on comprend que Poppy a perdu toute sa famille. Pareil, ça se fait quasiment sans dialogue en fait. Il y a un moment où ils font une espèce de cérémonie avant de partir. Avant de partir, comme c'est des nomades, et ils font une espèce d'hommage à tous ceux qu'ils ont perdus sur la route. Et à un moment, ils parlent d'une famille, enfin, ils citent plein de familles et plein de gens, et à un moment, ils parlent d'une famille, et t'as juste ce bête travelling qui s'avance vers Poppy, et du coup, tout est entre les mains de l'actrice pour nous faire comprendre aux spectateurs qu'on est en train de parler de sa famille. Et c'est très bien fait, et on n'a rien besoin de plus. Et là, tu dis, une mise en scène. Ouais, des bons choix. Une idée qui marche.
En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé des Anneaux de pouvoir, même si c'est négatif ou positif. On serait curieux de savoir. Oui. Et puis, alors, prochaine série qu'on attend beaucoup maintenant, c'est The Last of Us. Hein. Putain, ça sort quand? En 2023. Il n'y a pas encore de date. Oh, c'est loin. Ça va nous détruire, ce truc. Ouais. Je pense que c'est... Vraiment, on avait 2 séries qu'on attendait beaucoup. C'était Le Seigneur des Anneaux, ça s'est fait. On n'avait pas tant d'attentes que ça. Là, pour le coup, The Last of Us, j'ai des grosses attentes. Ah bah, le trailer est pas mal. Hein. Le trailer est très cool. C'est réalisé par le créateur de Tchernobyl, qui est, comme vous le savez, ma série feel good que j'ai vue 36 000 fois. Mais je n'y peux rien. J'adore revoir Tchernobyl. Tu regardes encore Tchernobyl? Bien sûr. Mais pourquoi? Mais parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Oui. Je sais pas. Ouais, on a très 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 hâte. Là, effectivement, le trailer annonçait du bon. Et puis, on va retrouver notre amour Anna Torv, qu'on n'avait pas vu depuis Mindhunter. Et puis voilà, on espère que ça sortira vite. Et on vous reviendra rapidement aussi. Exactement. Namalie Mellon partait en paix avec les elfes et que Elbereth vous suive. Voilà. Tout à fait. Bisous tout le monde. Bisous. Et à bientôt. À bientôt.